Cité écologique avec 30 ans d'expérience est un exemple au sein du réseau international des éco-villages. Le résident Fortin est ici pour nous en parler. La Cité écologique, un éco-village depuis 1984. Merci beaucoup. Bonjour. Ça fonctionne. Il faut parler bien proche. Alors, merci beaucoup de vous être déplacés. J'en déduis que vous êtes intéressés par le concept des éco-villages. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui en ont déjà visité ou qui savent de quoi on parle quand on parle d'éco-villages? Oui, quelques-uns qui sont dans la région ici, au Québec, aux États-Unis ou à l'international? Non, au Québec. Au Québec? OK. Parfait. Il y en a combien au Québec? Il y a officiellement d'enregistrer sur le réseau international des éco-villages. Dans la branche canadienne, il y a nous autres qui font partie du réseau, mais c'est sûr qu'on travaille avec Terre à Vie et Terra Perma, qui sont quand même des éco-villages qui sont plus connus. À l'Anse-Saint-Jean, sur le plateau, il y a un projet éco-communautaire aussi qui ressemble beaucoup à un éco-village, le Greb. Puis, c'est sûr on parle souvent de vous autres, Habitat Multigénération, comme il y a quand même une initiative qui ressemble un peu plus au éco-hameau. Nous autres, on va vous présenter une description des éco-villages par rapport au réseau international qui s'appelle le GEN. Donc, on va vous donner une définition. C'est la définition que nous autres, on a adoptée, mais on sait qu'il en existe toutes sortes de nuances. Alors, aujourd'hui, on pourrait vous présenter l'éco-village de la Cité écologique. C'est un éco-village dans lequel je suis née, donc que je connais très, très bien. Comme l'éco-village est établi depuis 30 ans, on est rendu à notre 3e génération qui sont impliqués sur le site de l'éco-village. Ensuite, dans la description internationale des éco-villages, on va prendre en considération 4 volets. Alors, on va vous les présenter, mais pour rendre ça plus dynamique, on va y aller avec qu'est-ce que nous, à la Cité écologique, on met sur place pour impliquer ces 4 volets-là dans notre vie de tous les jours. Les formations qui sont offertes et des discussions, période de questions pour répondre. Ça va aller vite, 40 minutes, c'est court. Alors, l'introduction. Notre éco-village a été officiellement établi à partir de 1984 et c'est vraiment un groupe qui se sont rassemblés pour offrir une éducation différente. Alors la philosophie, ça prend un village pour élever un enfant. C'est ce qu'on a mis de l'avant et c'était ça qui a rassemblé les gens, même plus que la théorie de l'éco-village. À l'époque, ça n'existait pas tant que ça. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui étaient intéressés au milieu communautaire à cette époque, mais c'était quand même très différent. Et c'est seulement en 1994 que l'ONU a reconnu les éco-villages comme un mode de vie intéressant pour pouvoir augmenter notre qualité de vie, mais diminuer notre empreinte écologique. Et là, ils ont décrété les éco-villages. Ils ont créé un organisme qui s'appelle GEN, Global Eco-Village Network, qui lui rassemble des éco-villages qui vont avoir de 50 ans à quelques années d'existence. Là. Alors, le plus grand, certains d'entre vous connaissent sûrement Finnwarn en Écosse. C'est là que le siège social du réseau international est établi. Mais il y a des éco-villages un peu partout dans le monde qui sont maintenant associés à ce groupe-là pour pouvoir unir nos forces pour avoir plus d'impact quand on présente le concept des éco-villages. Alors, le réseau, comment il est formé? C'est international. L'idée, penser global, agir local, c'est vraiment ce qui a voulu être mis de l'avant. Alors, c'est important d'avoir une bonne communication pour que les différents éco-villages se connaissent, sachent qu'est-ce qui se fait. Des fois, on est tout seul dans notre coin et on pense qu'il n'y a personne d'autre. Mais il y a 3000 éco-villages qui sont inscrits sur ce site-là. Alors, c'est très intéressant. Et pour pouvoir répondre aux besoins vraiment spécifiques de la région, parce qu'un concept d'éco-village, oui, il y a des grands principes, mais après ça, il faut y aller avec la réalité de notre région, où est-ce qu'on est établi, le bagage culturel des gens qui sont là, etc. Alors, des fois, c'est sûr, avec la barrière de la langue aussi, il peut y avoir des différences dépendamment où on est établi. Il y a différents réseaux qui se sont créés pour répondre aux besoins spécifiques d'une région, mais ils ont des rencontres à l'international pour pouvoir s'encourager, se donner des conseils, partager les meilleures pratiques, partager les solutions aussi aux problèmes, parce que vivre en éco-village, c'est formidable, mais c'est pas nécessairement toujours facile. Il y a des gens qui
qui ont fait leurs preuves, qui ont déjà passé par là, qui ont vécu des difficultés, qui ont réussi à les surmonter. Alors, on veut échanger cette information-là à l'international. Alors, il y a une branche dans chacune des grandes régions. Et dernièrement, il y a NextGen qui s'est formé, qui est la nouvelle génération dans les écovillages. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre accessible à la nouvelle génération qui sont présentement à l'université, au cégep, au secondaire, et qui veulent vivre de façon différente, mais des fois, on ne sait pas par quel pied commencer, où aller, où se diriger. Alors, d'aller directement les contacter dans les réseaux d'éducation relative à l'environnement, au développement social, mais de pouvoir offrir cette alternative-là, qui est les écovillages. Alors, le réseau international des écovillages, ça c'est leur description d'un écovillage. Donc, mettre en pratique 4 piliers du développement durable dans notre vie de tous les jours, les appliquer localement. Donc, il faut vraiment avoir un pied à terre, un bout de terrain qui nous appartient. Mais il y a des organismes aussi qui vont faire la promotion de ces projets-là, qui vont être plus des communautés en ligne ou des réseaux sociaux où les gens vont échanger sur des techniques de vie durable. Mais pour être un éco-village, il faut vraiment, dans le fond, être comme un village, mais avec des pratiques écologiques, communautaires, économiques, bien sûr, et culturelles. Attention, des fois, les gens, quand on dit culturel, spirituel, ils font « oui, et c'est quoi ça? C'est bizarre. » Simplement, en quelques mots, ce que ça veut dire, peu importe où est-ce que vous installez, pour développer un projet d'éco-village, c'est quoi le bagage avec lequel les gens arrivent? C'est quoi la lunette avec laquelle ils vont voir le monde? C'est quoi l'influence culturelle, spirituelle qui est là? Et c'est quoi la nouvelle culture qu'on veut développer? Parce qu'on a un mode de vie X, Y, Z, j'en parlerai pas davantage, mais qui va causer des problèmes. Alors, comment est-ce qu'on peut créer une nouvelle culture qui va inclure les concepts de développement durable pour que les générations futures, on n'ait pas besoin de tout redéfaire la roue à chaque fois là, quand on veut s'investir dans un éco-village, mais comment, à partir du plus jeune âge, on peut inculquer des pratiques qui sont plus écologiques, plus communautaires, qui vont leur servir dans la vie de tous les jours. Qui habitent en village écologique, qui habitent en village à l'autre bout de la planète, qui habitent dans les villes, de pouvoir avoir cette culture-là plus écologique. Et bien sûr, générer un mode de vie en harmonie avec notre environnement. Du réseau international des éco-villages, il y a un organisme qui s'appelle Gaia Éducation qui a parti un programme. Il s'est dit, OK, il y a beaucoup d'éco-villages qui veulent se démarrer, des gens qui veulent vivre de façon différente. Ils disent, bon, un éco-village, c'est formidable. Il y a à peu près 4 projets sur 5 d'éco-villages qui échouent au bout de 5 ans parce que c'est très difficile. La plus belle richesse d'un éco-village, c'est le côté social, mais le plus grand défi d'un éco-village, c'est le côté social. Alors, comment est-ce que les gens vont arriver à vraiment travailler ensemble, à s'en aller vers une vision commune, mais avec leur réalité, avec leur expertise, avec leur bagage très, très différent de chaque personne qui sont impliquées dans ce projet-là. Alors, il y a des outils, il y a des pratiques qui ont vraiment fait leur preuve dans les différents éco-villages et je pense que c'est important de les partager. Alors, ils ont créé un cours qui va regrouper tous ces différents volets-là, qui ne garantissent pas un succès à 100%, mais qui aident beaucoup. Alors maintenant, ça c'est ma maison. Maintenant, des fois on parle de projets équitables, biologiques, faits en éco-village. Ben moi je suis fait en éco-village. Alors c'est ma maison. C'est intéressant quand même d'avoir une idée de grandeur. On a 750 acres de terrain. On est établi dans la région des Bois-Francs, donc proche de Victoriaville, dans le village de Nord. Et c'est une terre, on a beaucoup de forêts, mais les bâtiments sont vraiment sur le bord du chemin principal. Alors on a le centre communautaire, la ferme, les logements sont de ce côté-ci pour qu'il y ait un espace plus privé, mais c'est des blocs appartements. Alors on va vraiment diminuer un petit peu notre espace personnel, mais avoir des espaces communautaires plus grands. Et on a une entreprise respectable ici qui fait des vêtements que certains d'entre vous ont sûrement vu dans la tente là, où ils présentent les vêtements faits sur place. C'est là. On a 10 entreprises sur le site de l'éco-village, 80 personnes qui habitent là en temps plein. Vous avez des serres? On a des serres, oui. Une de nos entreprises, c'est la ferme biomaraîchère, qui a 4 serres ici.
Il y en a 2 qui sont des salles tunnels, donc vraiment pour la saison, mais on en a qui sont possibles d'être chauffés, qu'on utilise normalement 3 saisons. Est-ce qu'il y a un bâtiment en haut à gauche? Ici? En haut à gauche. En haut, en haut. En haut à gauche. Ah, ici. Ça, c'est nos voisins. Ah, ok. Ouais. Alors, la dimension sociale. Maintenant, dans notre vie de tous les jours, comment on vit ça? Ce côté-là social, c'est très important. Un tissu social, c'est vraiment une des clés de la réussite les plus importantes. Alors, comment est-ce que les gens peuvent mieux se communiquer, partager des moments pour pouvoir créer une dynamique qui est très intéressante, encourageante, qui va nous aider à passer à travers toutes les épreuves, à travers les côtés moins intéressants. Alors, nous autres, pour aider, on a mis sur place des repas communautaires. Alors, 5 jours par semaine, il y a un repas qui est offert dans le centre communautaire. On a une école sur le site de l'éco-village. Alors, c'est un peu la cafétéria de l'école, mais tous les membres de l'éco-village peuvent manger là. Donc, permet d'avoir un temps de rencontre, de discussion, voir où on en est dans la journée, etc. Et le dimanche, c'est une journée plus communautaire. Alors, il y a une équipe qui peut dire, OK, nous autres, on décide de cuisiner ou on va faire un potluck. Donc, il va y avoir un moment aussi pour se rassembler. Manger, c'est toujours intéressant. Ça permet vraiment d'avoir des beaux échanges, de communiquer. Des temps de sport, des rencontres, des chants. Toutes les occasions sont bonnes pour fêter. Il faut célébrer dans la vie. Ça l'aide vraiment à amener un beau dynamisme dans une équipe. Et des billes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent le concept des billes? Oui, non? Oui, des travaux. Souvent, on va entendre le terme corvée. Sauf que corvée, c'est... Oui, corvée, c'est plus négatif. Un bi, donc, c'est une joyeuse corvée. Alors, c'est un temps où tout le monde va participer à prendre soin du domaine, à planter des patates. On est 80 personnes. Fait que des patates, on en mange. Planter ou désherber un champ de patates, c'est très, très long là, pour 80 personnes. Mais si on est 50, c'est beaucoup plus agréable. Alors, créer des moments comme ça. Ce qui nous permet aussi de faire beaucoup plus d'ouvrages, parce que quand on est plusieurs personnes ensemble, ça devient beaucoup plus efficace. Après ça, un côté qui est très important, c'est que chaque personne puisse se sentir vue, entendue et impliquée. Alors, nous autres, comment on fonctionne? On va y revenir tout à l'heure. On a un diagramme qui présente un peu le fonctionnement des prises de décision, etc. Mais chaque personne a accès à participer à un des comités ou sous-comités pour pouvoir faire profiter l'ensemble de la communauté de leur expertise, de leur spécialité à eux autres. La valorisation des relations multigénérationnelles, c'est très important dans un éco-village que tout le monde se côtoie. Comme on disait, entre 3 générations, donc il y a des grands-parents qui ont élevé leurs enfants sur place et maintenant ils ont des petits-enfants. Et c'est super important aussi pour les gens qui n'ont pas nécessairement des petits-enfants, mais qui vont de côtoyer des jeunes personnes. Et la même chose pour les enfants, de côtoyer des gens qui ont vraiment un très grand bagage, qui peuvent partager leur expertise. Ensuite, une école. Nous autres, c'est vraiment ce qu'on a mis de l'avant au départ de notre projet pour permettre d'avoir cet environnement-là éducatif qui est le 700 acres de terrain de jeu, le 700 acres d'école. On va y revenir tout à l'heure, on a des classes, là, mais on a quand même accès à tout cet espace-là. Et l'implication dans la municipalité. Nous autres, on est à Nord, puis Victoriaville qui est très, très proche. Alors, c'est une des clés de la réussite, c'est d'avoir une bonne relation avec la municipalité. On y revient. L'école était à quel niveau scolaire? L'école est de la garderie à la 5e secondaire. Puis, après la 5e secondaire, on a une possibilité d'avoir 3 ans d'expérience terrain dans chacune des entreprises pour pouvoir trouver notre vocation après ça. Ouais. Est-ce que tous les gens travaillent dans le village ou pas nécessairement? Pour l'instant, tout le monde qui habite sur le site de l'éco-village a une possibilité d'emploi sur l'éco-village. Ouais. On y revient dans le volet économique plus précisément. Alors, en images, justement, on disait que toutes les occasions sont bonnes pour fêter, faire des temps de sport, justement, très multigénérationnel, le volleyball, on fait un petit tournoi par année, on fait du tennis, les temps de billes, justement, on vient de terminer les plantations de tomates sur cette photo-là. La relation avec la communauté, c'est juste pour donner quelques chiffres un petit peu. On a quelqu'un qui est sur le conseil municipal au village. C'est un avocat, donc c'est très important dans une équipe d'éco-village. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui veulent démarrer un projet d'éco-village. Si vous avez un ami avocat, c'est vraiment génial. Ça prend ça.
Il y a un comité de mobilisation d'information d'activités communautaires qui s'appelle Forum citoyen. Alors, on est 4 personnes qui siègent sur ce comité-là pour organiser des activités communautaires et écologiques dans le village, qui est vraiment très intéressant, qui fait bénéficier l'éco-village, mais aussi la municipalité. Un comité culturel, donc des événements pour les arts, etc. Le terrain de jeu, les jeunes vont jouer au soccer, on organise des parties de soccer. Quand vous jouez au soccer à tous les semaines avec votre inspecteur municipal, là, vous avez vraiment de meilleures relations avec. Ensuite, la maison des jeunes, aussi on a des gens qui sont sur le conseil qui vont participer à des activités. On travaille avec eux autres pour le festival de la paix au village. L'édition du hameau, donc un petit journal, on passe les nouvelles de la municipalité, etc. La chambre de commerce, c'est sûr, chacune de nos entreprises siège sur la chambre des commerces. Le tourisme, les offices du tourisme, c'est vraiment intéressant de travailler avec eux autres parce que de plus en plus, il y a une demande de la population d'avoir accès à des services touristiques, mais de viser sur le développement durable, l'agriculture biologique, les pratiques communautaires, etc. Alors, on a une bonne relation avec eux. Ils nous envoient souvent des groupes. C'est vraiment intéressant. Les établissements verts Brundtland, notre école, participe à ce programme-là. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent. Donc, différentes entreprises ou des écoles qui peuvent participer à des projets, avoir accès à des événements dans la région ou aussi au Canada en général. La commission scolaire des Bois-Fonds, on revient tout à l'heure à l'école, mais on est un pavillon de la commission scolaire, donc les jeunes suivent le programme, passent les examens ministériels. Et à l'international, bien sûr, le réseau Global Eco-Village Network, le réseau NextGen et ENC, qui est le réseau Eco-Village Network of Canada. Donc on a 2 personnes sur ce comité-là, puis on fait la présentation des différents éco-villages qui font partie du Canada. S'il y en a qui connaissent des éco-villages qui veulent s'impliquer dans le réseau, on est une bonne porte d'entrée ici. Alors, maintenant, tantôt on parlait comment est-ce que tout le monde peut s'impliquer. À 80 personnes, l'idéal, des fois quand on va parler aux gens d'une communauté, ils vont nous parler du consensus. C'est formidable le consensus, mais à 80, essayer de développer un projet, c'est impossible d'avoir le consensus. Ouais, le plus gros groupe que j'ai vu, c'est 30 personnes qui arrivent à le faire. Mais disons, nous autres, on a trouvé une formule assez hybride qui va ressembler un peu à la sociocratie. Donc, on va avoir notre assemblée générale des membres où on va présenter des nouveaux projets. Et puis là, il y a un conseil d'administration qui va s'assurer que ces nouveaux projets-là vont être appliqués. Okay? Parce qu'il faut faire le suivi au jour le jour. Quand nos parents ont parti le projet de l'éco-village se rencontraient à tous les jours, ça fait 30 ans qu'on fonctionne, maintenant on se rencontre 4 fois par année, ça va bien, on prend nos décisions, puis après ça, chacun sait comment s'y impliquer. Alors, on a différents sous-comités qui vont vraiment y aller avec un volet en particulier. Et ça, c'est n'importe qui de l'Assemblée générale des membres peut participer sur un de ces comités-là pour pouvoir faire vraiment la prise de décision, la gestion des projets, puis être sûr de mener à bien les projets. Disons que les aînés veulent développer un camping. Ils se disent, OK, nous autres, ça serait bon pour nous autres, on va recevoir des gens, on veut bâtir les plateformes, etc. Ils doivent présenter à l'Assemblée générale des membres. Et là, on demande 80% de l'Assemblée générale des membres présents dans la salle. On fait les avis d'avance, mais sinon, ça devient trop compliqué. Ils doivent voter oui pour le projet pour qu'eux autres, ils repartent, puis ils l'appliquent. Ça répond quand même? Ça donne une idée. OK. Avec majorité? Majorité 80% et plus. Ouais. Déménagement. Les déménagements, c'est un comité qui rassemble toutes les demandes. Parce que comme on a une capacité de logement quand même restreinte, si, exemple, une famille vient d'avoir un deuxième enfant, a besoin de plus d'espace, ça implique qu'il y a probablement 3 autres personnes qu'il va falloir qu'ils déménagent. Il y a un comité qui rassemble les demandes. On ne peut pas faire les déménagements une fois par année, le 1er juillet, c'est impossible. Il y en a trop. Fait que ce comité-là ramasse les demandes, puis met en contact les gens qui veulent déménager, puis les différentes possibilités de logement. Entre les gens qui habitent les logements. Oui, oui, oui. Et vous acceptez de ces pleins? Vous acceptez de Pour l'instant, on est à pleine capacité. On est zoné agricole, donc c'est des droits acquis. On est dans le processus de dézoner. On aimerait ça avoir 14 nouveaux terrains bientôt. Ouais, ça s'en vient. Ouais. Pour le côté économique,
On y revient tout à l'heure, mais ils sont quand même représentés dans les prises de décision si jamais il y a un projet, des rénovations sur le centre communautaire, des choses comme ça. Ça, c'est nos 10 entreprises. Et ils vont siéger ensemble pour pouvoir voir s'il y a des possibilités soit de créer des nouveaux emplois pour accueillir des nouveaux résidents ou rénover des espaces qui sont communautaires. Alors, bien sûr, oui? Oui, tu viens de dire que vous avez 10 entreprises, il y a des gens de l'extérieur qui vont travailler au village? Les gens de l'éco-village travaillent dans les entreprises de l'éco-village et on emploie des gens de la municipalité des environs. Ouais. On y revient aux entreprises, pour ça j'ai pas assez de... Alors, notre école sur place, comme je disais, on suit le programme du ministère. Par contre, ce qui arrive, c'est comme on a des très petites classes. Dans ma classe, on était 6. Alors, on voit la matière très vite. Hein? Après ça, on a le temps de s'impliquer, d'aller voir vraiment le projet dans son ensemble et l'appliquer. Pour faire ça, ça prend un éco-village qui offre l'espace, les connaissances. Les professeurs sont excellents, mais des fois, ils n'ont pas nécessairement toutes les compétences ou tous les champs. Mais avec l'ensemble des membres de l'éco-village, tout le monde peut contribuer à des activités parascolaires, rendre ça vraiment très dynamique et aller approfondir certains piliers qui sont plus de l'expérience terrain. C'est bon? Et bien sûr, comme l'école est sur place, les parents sont très, très impliqués. Pour les professeurs, est-ce que vous faites appel à des professeurs d'extérieur parfois pour des matières spécialisées? Pour notre projet d'éco-village, comme à la base, c'était de créer cet environnement éducatif, beaucoup de gens qui étaient dans le domaine, plusieurs enseignants, même il y avait 2 personnes qui travaillaient pour la commission scolaire. Alors, ils ont aidé à faire le processus pour vraiment enregistrer l'école. Maintenant, on a, depuis l'année scolaire passée, quelqu'un qui a fait son école chez nous, qui a quitté 4 ans pour aller à l'université et qui est revenu. Donc là, elle est responsable des activités pédagogiques du lien avec la commission scolaire, mais elle est employée par la commission scolaire. C'est bon pour ça? Est-ce qu'il y a une demande de l'extérieur pour envoyer leurs enfants dans votre école? Oui, on l'a testé. Ce qui arrive, c'est que le concept est vraiment, c'est une éducation très, très globale. Et si il y a la philosophie est basée beaucoup s'il y a une coupure entre la maison et l'école, c'est moins bon. Parce que l'éducation n'est pas optimisée. Parce que l'idée, c'est que les valeurs... l'éducation, c'est bien, là, passer les examens, c'est important, mais être éduqué, c'est beaucoup plus que ça. C'est apprendre à vivre. Et ça se fait beaucoup à la maison. Alors, avoir des jeunes qui venaient juste passer les cours, mais qui retournaient chez eux, ça créait une tension. Exemple vraiment très simple. Nous autres, tous les parents viennent manger dans la cafétéria de l'école le midi. Les enfants, que leurs parents sont jamais là, ça crée un conflit entre les jeunes. Puis aussi, l'autre chose, c'est comme le dimanche, chez nos activités communautaires, souvent, si les jeunes font leur présentation, ils ont participé au bid de plantation de patates, les jeunes qui arrivent le lundi matin, eux autres, ils n'ont pas fait la chaîne là, au complet, c'est moins intéressant pour eux autres. Éventuellement, ce qu'on aimerait regarder, c'est une formule plus qu'en d'études, parents, enfants, donc oui. avoir vraiment le concept oui. intégré. Là. Oui. Ouais, ça viendra, c'est sûr. On a beaucoup d'informations. Allez-y comme ça avec des petites questions, il n'y a aucun problème, mais j'y vais très vite. Message important. Il y a un jeune garçon qui est sur le terrain du nom de Raphaël Prévost. Écoute, Raphaël, si tu ne trouves pas tes amis ou tes parents, rends-toi à la grosse brume rouge en caoutchouc. C'est bon, il n'y a pas de rappel dans la salle. Les gens vont te diriger vers tes amis ou parents. Alors, Raphaël Prévost, rends-toi à la grosse brume rouge. Ou lève ta main si c'est quelqu'un pour te reconnaître qui t'a amené jusque-là. On se revoit bientôt. On espère qu'il va se retrouver. Bon, alors maintenant la dimension écologique. C'est sûr que nous, on a parti de l'agriculture biologique, toujours dans une optique d'éducation. Comment est-ce qu'on peut permettre aux enfants d'évoluer dans un environnement qui est sans produits chimiques? Reculé, il a 30 ans. Certification biologique, ça n'existait même pas. Alors, on a créé notre propre certification. Maintenant, on travaille avec la certification Québec Vrai. Mais c'était vraiment une idée qu'on avait depuis le départ. Alors, les terres sont vraiment sans produits chimiques, là, les 700 acres, depuis plusieurs années. Pas le moins possible. Ouais.
On achète du maïs, on ne le fait pas pousser, mais le maïs il est toujours OGM. Ouais. Ensuite, on a un groupe d'achat, donc diminuer autant que possible l'emballage. C'est vraiment quelque chose, là. Et on a des prix beaucoup plus abordables dans des produits qui sont locaux ou qui sont bio, équitables, etc. La diminution du transport. Une des sources principales des émissions de gaz à effet de serre, c'est le transport. Les gens font... il me semble les derniers chiffres que j'avais entendus, c'est en moyenne 45 minutes de déplacement pour aller au travail. Nous autres, s'il fait tempête et on prend une auto, c'est 2 minutes, sinon on marche d'un endroit à l'autre. Alors ça l'aide énormément. Le partage d'équipements, de l'espace, exemple un tracteur à gazon, les autos, on a une flotte de véhicules partagés de type communauto. Et bien sûr, une plantation d'arbres, on a une belle terre à bois, ça nous permet d'avoir du bois pour le chauffage ou pour la construction. Mais on a planté au-dessus de 22 000 arbres sur le terrain de l'éco-village. Des arbres qui sont des essences nobles, qui vont produire des glands, des noix et qu'on va pouvoir replanter. Alors, on est déjà à la 2e génération. Quelques images. Alors, l'alimentation, c'est sûr, c'est très important. Alors, on a une équipe de cuisine qui sort le repas du midi, comme on disait. Et quand on a des événements, ben, c'est l'ensemble des gens de la communauté qui peuvent s'impliquer. On a un groupe d'achat, alors on achète autant que possible c'est sûr, tous les produits de notre ferme. Ce qu'on ne peut pas trouver, on va commencer par regarder au local. Ensuite, à l'international, si on veut avoir, exemple, du café, mais bio-équitable, ou d'autres produits, des fois qu'il faut faire venir d'un peu plus loin. Les logements. Ça, c'est un des blocs appartements. On en a 2 comme ça. Alors, la majeure partie des résidents habitent dans ces espaces-là. Présentement, c'est un type simplement de location. Comme les gens sont appelés à déménager de temps en temps, c'est plus simple. Par contre, c'est géré comme une coopérative d'habitation. Alors, ce logement-là est vraiment, sa vocation, c'est pour les jeunes familles. Alors, en avant, il y a le terrain de jeu, il y a un carré de sable, etc. Et les gens, ensemble, vont décider si c'est le temps de peinturer les galeries, d'aider quelqu'un à rénover son salon, etc. Donc, ils vont vraiment gérer ce bâtiment-là, les gens qui habitent là, ensemble. Même chose pour l'autre bloc appartement. L'autre bloc appartement, par contre, qui est plus tranquille. Alors, c'est des couples et les enfants sont rendus plus vieux, qui ont quitté la maison, ou des célibataires qui partagent un plancher où c'est vraiment un type cohabitat. Donc, un espace pour cuisiner, il y a un salon, ils ont leur chambre de bain privée, mais ils ont leur propre chambre. Donc, on essaie d'en offrir pour tous les goûts. On a des maisons qui sont un peu plus à l'écart, où on va mettre les jeunes, si on met de la musique fort, on ne dérange pas les voisins. Donc, on va essayer de répondre aux besoins, comme dans un village. Bien sûr, sur place. Alors, ce bloc-là est directement en face de l'atelier de couture à sculpteur, en nature. Donc, on va toujours avoir un très bel environnement. Dans la précédente conférence, on parlait de la beauté. Je pense que c'est quelque chose qui est très important de prendre soin de nos lieux. Des jardins communautaires, des terrains de jeu collectifs. Et on partage des équipements comme les salles de lavage communautaires. On parlait tout à l'heure de l'achat en vrac. Alors, à Sherbrooke, je sais qu'il y a des magasins comme ça maintenant. Les gens arrivent avec leurs propres contenants. On fait le remplissage, puis on les ramène chez nous. On réutilise les contenants. Alors, ça devient quand même beaucoup plus intéressant. Même chose pour les détergents, des produits qui sont biodégradables, moins dommageables possible pour l'environnement. Comme je disais, on a une flotte de véhicules partagés. Alors, ça nous permet de diminuer aussi la quantité de véhicules. C'est bon pour le volet environnement. Alors, maintenant, culturel, comme on en parlait, c'est important de reconnaître ça. Les éco-villages, eux autres, vont amener cette optique-là avec la lunette avec laquelle on voit le monde. Puis c'est quoi qui va rassembler les gens, qui va créer une force de dire on s'en va d'un point A à un point B. Okay? Tout le monde veut un monde meilleur. Un monde meilleur, c'est très, très différent pour tout le monde. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver des points, des valeurs, des principes, qu'on pourrait dire, je ne veux pas mettre de termes pour ne pas limiter, mais disons des principes qui sont plus universels, des concepts qui vont être un peu spirituels, mais qui vont être pas limités à une religion. Donc vraiment des valeurs, des principes de vie qui vont nous aider à passer à travers les choses les plus difficiles, qui vont nous aider à faire l'harmonie à l'ensemble, à l'intérieur du groupe. Alors, dans la culture, quelque chose qui est très important pour nous, c'est le respect.
le respect de la terre, des différentes cultures et de soi-même. C'est quoi moi-même qui me permet de faire du bien? Alors, si on va parler de développement personnel, je pense que dans les éco-villages, c'est quelque chose qui est très important, mais de trouver la balance entre moi et le nous. Et comment est-ce qu'on respecte notre espace personnel puis notre espace communautaire, le temps, l'énergie qu'on met dans l'ensemble pour le bien de la communauté. Nous, ce qui a vraiment rassemblé tout le monde, c'est la priorité à l'éducation. Quand on veut partir un nouveau projet, est-ce que ça va déranger les jeunes? Est-ce que ça va être un plus pour l'éducation des enfants ou est-ce que ça va être un moins pour l'éducation des enfants? Alors, de ramener ça à ça. Chaque éco-village va vraiment choisir c'est quoi les valeurs. C'est ça qui a été mis de l'avant. Puis, à date, pour nous, ça fonctionne très bien. Mieux on connaît, moins on juge. Alors, c'est très important d'arriver à avoir cette ouverture-là sur le monde pour pouvoir, après ça, faire des meilleures décisions plus éclairées sur ce qui va nous permettre à nous d'être une meilleure personne. Alors, chaque personne pratique donc leur propre spiritualité. Il y en a que ça va être à travers le yoga, la méditation, il y en a que ça va être le sport, il y en a que ça va être le qigong, il y a des gens que c'est des arts martiaux. C'est libre à chacun, pourvu que c'est fait dans le respect de tout le monde. Développer une nouvelle conscience pour intégrer le développement durable dans la culture. Comment on fait ça? Alors, c'est ça part avec le plus jeune âge. C'est plus intéressant quand les jeunes sont tout petits de leur apprendre, leur inculquer ces valeurs-là. Alors, les valeurs de prendre soin, de se respecter, d'arriver à se connaître. On a un volet qui est très, très intéressant depuis plusieurs années. Depuis 6 ans, on reçoit des stagiaires. Des stagiaires, donc c'est des jeunes qui viennent faire une expérience terrain en agriculture biologique pour découvrir l'éco-village. C'est vraiment un échange, parce que nous autres, on leur enseigne notre vie de tous les jours, l'agriculture biologique, mais les autres aussi peuvent partager leur culture. Et justement, on travaille avec le programme Carrefour International pour avoir des gens qui viennent un peu partout. Et là, justement, on a un stagiaire qui s'appelle Oumar, qui vient du Burkina Faso, puis il était en stage en agriculture biologique pendant le Ramadan. Okay? Fait que c'est vraiment une autre connexion qu'on va avoir avec les différentes cultures. Quand on parle à des jeunes d'un musulman, ils vont avoir cette personne-là en tête qui était formidable, qui était professeur, qui donnait des cours de danse, etc. Ils n'auront pas nécessairement tout ce qu'on peut entendre dans les médias, qui va être peut-être déformé parfois. Alors, comment est-ce qu'on peut enlever un peu le concept général de la spiritualité, mais y aller avec l'humain? C'est quoi l'humain? C'est quoi ses valeurs? C'est quoi sa culture? Qu'est-ce qui est beau là-dedans? Qu'est-ce que je peux apprendre? Donc, sur cette photo-là, on a quelqu'un de la Corée, de Hong Kong, de la France, du Brésil, du Burkina Faso, etc. Et bien sûr, on peut les recevoir chez nous, c'est super intéressant, on échange, quand les jeunes sont tout petits, c'est intéressant. Mais après ça, c'est bien d'aller voyager, d'aller voir ailleurs aussi. Alors, on a un programme qui permet aux jeunes de faire des échanges avec différents éco-villages, donc des écoles à l'international, dans des éco-villages ou dans des concepts très réguliers d'éducation, pour leur permettre de découvrir d'autres cultures, d'autres réalités. Ça, c'est dans une communauté en Californie. C'est vraiment intéressant parce qu'on reçoit leurs jeunes, puis nous autres, on envoie les jeunes à l'école là-bas. Ça leur permet de faire un bel échange, puis une belle immersion en anglais aussi. À Findhorn, donc il y a plusieurs jeunes qui sont allés visiter Findhorn, qui est cet éco-village-là qui a 50 ans, en Écosse. Puis ici, c'est notre groupe à la fin du secondaire. On est allé visiter le quartier Vauban à Fribourg. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler, mais c'est un quartier écologique qui produit plus d'énergie qu'il en consomme. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça donne des très belles idées. Quand les jeunes reviennent de ces voyages-là, ils ont toujours le goût d'appliquer de nouvelles choses, de créer des nouveaux concepts, démarrer des nouveaux projets, etc. Toujours dans l'optique, mieux on connaît, moins on juge. Fribourg en Suisse? C'est en Allemagne. Fribourg en Allemagne? Oui. C'est le quartier Vauban. C'est à côté de la France, très très proche de la France. Oui, de l'Alsace. Alors, volet économique maintenant. Excusez, j'ai l'impression d'être sur fast-forward. Parce que je parle trop vite. Ok. Être 33, je veux tout dire, il y a trop d'infos. La petite idée, là, en passant, c'est 2 heures. Là. Puis là, vous allez tout voir, tout vous expliquer. Mais bon, c'est un premier aperçu.
Alors, le côté économique, comme on disait, c'est très important. C'est un des piliers qui est super important pour avoir un éco-village qui est durable. J'ai rien contre les subventions, sauf que les subventions, ben, ça l'arrête souvent. J'ai visité une vingtaine d'éco-villages, il y en a la moitié qui fonctionnent seulement sur des subventions, et souvent ils ont des projets inachevés. Alors c'est important, si on parle de développement durable, d'avoir vraiment cette optique-là, comment est-ce que nous-mêmes on peut subvenir à tous nos besoins pour pas être le moins possible, parce que je peux pas dire pas être limité, mais être le moins possible limité par l'argent, par les fonds. Alors nous autres, nos parents, quand ils ont démarré le projet d'éco-village, ils ont tout vendu, ont tout investi ce qu'ils pouvaient. Maintenant, on ne veut plus faire ça, on veut avoir une source de revenus qui est juste, qui est stable aussi. Alors, on a partie des entreprises. On va faire le tour rapidement de chacune d'entre elles, mais justement, on a ces 10 entreprises-là qui sont très différentes aussi, qui permettent de ne pas avoir les œufs tous dans le même panier. Les gens aiment ça s'impliquer de différentes façons, différents talents, etc. Donc, c'est ça, des emplois pour tous les gens de notre éco-village et pour des gens de la région. Dans le volet social, tantôt on parlait de la relation avec la municipalité. Être un moteur économique positif dans un village, c'est vraiment intéressant, ça aide beaucoup à ces relations-là. Ensuite, un environnement de stages concrets. Les jeunes rendus au dernier cycle du secondaire peuvent faire des stages en entreprise, déjà apprendre à appliquer la théorie dans la vie de tous les jours, puis commencer à tester différentes entreprises, différents emplois, voir vers quoi ils veulent s'en aller pour le futur. Après ça, les possibilités d'amasser des fonds pour les voyages, pour les développements du projet sur le site de l'éco-village, etc. Puis, bien sûr, on économise énormément comme on partage une grande partie de nos ressources. Peux-tu les décrire brièvement, s'il te plaît? Oui. Alors, notre entreprise principale s'appelle Khéops International. Khéops, de la petite pyramide Khéops. 5 minutes? OK. C'est bon. On arrive. Alors, des produits cadeaux à message faits sur le site de l'éco-village. Respectaire, c'est l'entreprise de vêtements, justement, qui fait ces beaux vêtements-là, super confortables, en bambou, en chanvre, en eucalyptus, donc des fibres qui sont écologiques. Fabrication Smart Energy, c'est de la soudure, installation panneaux solaires, éoliennes, etc. Donc vraiment dans les énergies alternatives, mais lui, il fait vraiment, c'est un soudeur. Donc c'est vraiment la structure, c'est pas nécessairement le panneau en lui-même, mais ce qui va le pôle monte. Ensuite, deuxième chance, c'est une ligne de vêtements recyclés. Alors les retails de respectaires sont réutilisés pour faire des pièces uniques et des vêtements seconde main. Donc un concept de upcycling. Forêt distribution, c'est des courtiers en fruits et légumes. C'est des jeunes qui ont commencé à vendre nos produits de la ferme, mais qui se sont rendus compte que pour rentrer dans des plus grandes chaînes de magasins, il faut avoir des produits à l'année. Alors, ils ont commencé à faire aussi de l'import-export avec des fruits et légumes biologiques. Ressources énergétaires, récupération palettes, barils, huiles, sacs, tout ce qui peut être réutilisé, rénové pour être remis sur le marché, revalorisé dans le fond. Réutilisation. Vous êtes en zone agricole, c'est permis d'avoir ce genre d'entreprise-là? Oui, parce que ça fait 30 ans que notre éco-village existe. Alors, on a des droits acquis pour certaines de nos entreprises. Oui, c'est ce qui fait que ces entreprises-là ont pu être développées. Sinon, ça prendrait un volet commercial. On a un massothérapeute, un ostéopathe, la ferme biomaraîchère. La ferme biomaraîchère, c'est l'endroit où on reçoit les stagiaires. C'est une société en nom collectif, donc c'est des associés qui gèrent la ferme. Par contre, c'est l'endroit où on demande à l'ensemble des gens de l'éco-village de faire du bénévolat. Ma chouchou. C'est le centre d'apprentissage en pratique éco-communautaire. C'est notre centre de formation qu'on présente aujourd'hui, le CAP éco-communautaire. Parce que maintenant, les gens, ils nous visitent depuis plusieurs années. On reçoit de plus en plus de gens qui sont intéressés à se démarrer un projet d'éco-village, à s'investir dans un des projets qui existent déjà. Et je pense qu'il y a besoin plus que d'informations, mais vraiment de la formation pour pouvoir partager les pratiques de notre éco-village, mais aussi du réseau international des éco-villages. Alors, on fait des activités découvertes pour des groupes. Justement, on parlait qu'on travaille avec l'Office du tourisme tout à l'heure. C'est nous autres qui travaillons avec eux. On fait des conférences, des expériences terrain en agriculture biologique, donc des jeunes qui vont chercher des crédits pour leur formation en agriculture.
et le cours EDE, j'y reviens tout à l'heure. De cette belle éco-village-là, 700 acres au Canada, il y a une branche de notre éco-village qui s'est fait démarrer aux États-Unis. Alors, j'en parle très très brièvement, mais allez voir sur notre site internet. Il y a 45 personnes qui sont installées là, qui vont créer, eux autres, jusqu'à 150 emplois. Donc, ils engagent principalement des Américains. Ils ont une école sur place, ils ont les entreprises, ils ont aussi le centre de formation. Donc, on fait des échanges avec eux. Le rêve de notre formateur, de notre équipe de départ, c'est d'avoir 10 éco-villages. On est 2, on est bien contents, on est mieux de travailler avec les autres qui ont déjà bien établi leur éco-village. C'est beaucoup d'ouvrages, mais c'est vraiment intéressant. Ça fait dans l'ensemble, la communauté, on est 150 personnes là, qui vont se rassembler autour de ces concepts-là d'éducation alternative. Alors, on a vu très rapidement les 4 piliers d'un éco-village. Alors, le réseau international va dire, ça c'est les ingrédients, faites votre recette à vous. C'est quoi qui va fonctionner le mieux pour votre région, pour les gens qui sont là. Alors, utilisez un peu de ces 4 piliers-là. C'est important. J'aime bien le réseau Fellowship for Intentional Communities aux États-Unis. Il dit, c'est pas une tarte, c'est un tabouret. Alors, si on enlève une des pattes, le tabouret tombe. Par contre, la quantité d'énergie qui va mettre les pattes peuvent être de différentes grosseurs. Le tabouret va tenir. Mais c'est important que chacun d'eux soit là. Alors, il y en a des éco-villages qui vont être vraiment axés sur le développement écologique, il y en a que ça va être économique, il y en a que ça va être culturel, il y en a que ça va être vraiment social. Alors, trouvez la formule qui vous convient le mieux. On offre des possibilités de stage, justement, on disait tout à l'heure avec les entreprises en agriculture biologique principalement, de partager notre expérience, faire une visite guidée, c'est formidable. Une fois que vous avez passé 2 semaines à 3 mois sur le terrain, c'est vraiment une autre relation qu'on crée avec l'environnement. Et le cours EDE, passez à notre kiosque, donc on va vous expliquer, mais c'est un cours qui a été élaboré par le réseau international des éco-villages. Il n'y a pas les 3000 éco-villages qui en fait partie, mais les principaux, pour offrir des outils pour développer tout projet écologique et communautaire. Donc, c'est pas limité à des éco-villages, mais le concept, c'est vraiment de dire, si on veut faire un réel changement, puis qu'on veut s'impliquer dans un projet qui est plus communautaire, plus écologique, qu'on veut être une grosse équipe, il faut arriver à travailler ensemble. Et les spécialistes de ça, c'est les éco-villages, parce que ça fait 50 ans qu'ils habitent très ensemble, que les gens partagent. Il y a des communautés qui sont à revenus partagés, il y a des communautés qui habitent tous dans le même bâtiment, il y a des cohabitats, donc il y a différentes techniques, mais le plus grand défi, c'est le social, comment est-ce que ces gens-là arrivent à travailler ensemble. Alors, c'est ce qu'on veut partager à travers un mois d'immersion dans l'éco-village. Il y a 35 pays qui donnent cette formation-là. C'est la première fois qu'elle a été offerte en français, c'est la première fois qu'elle a été offerte au Canada. Il y avait combien de participants? Sur cette photo-là, on a des journées qui étaient ouvertes à différentes personnes. Il y avait 6 étudiants qui ont fait l'ensemble du cours. Il y en a 2 qui ont fait la première semaine. Puis il y en a 3 fois 4 jeunes qui se sont joints à nous pour des ateliers spécifiques. Et on espère avoir 12 personnes l'année prochaine. Je suis pas trop vieux. Non, il n'y a pas de limite. Alors, une petite citation de David Suzuki que je trouve très importante, d'unir nos forces, puis fixer un but, puis nous engager à l'atteindre. Un pas à la fois, un petit pas à la fois. Notre éco-village, ça fait 30 ans, des fois on le présente, des fois les gens viennent visiter et disent c'est énorme. Ben c'est énorme parce qu'il y a une grande équipe, il y a 30 ans, il ne faut pas le voir comme ça, il ne faut pas le voir impossible, il faut le voir inspirant. Moi c'est ça que je veux partager, c'est possible de vivre différemment, c'est possible de vivre en lien avec nos valeurs tous les jours, autant économiques que culturelles, que sociales. C'est un grand défi, mais ça se fait, c'est possible, il ne faut pas arrêter. Fait que nous, c'est ça qu'on veut vous dire, le camp éco-communautaire. Allez-y, commencez un petit peu à la fois, puis on va se donner la main, on va y arriver. Votre village, Nous, l'éco-village, ça s'appelle la Cité écologique. Puis le centre de formation, c'est le camp éco-communautaire.
Oui. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite sur l'état de santé physique et mental des habitants de votre cité écologique? Dernièrement, je sais pas. Ok, la question, s'il y avait une étude qui avait été faite sur l'état de santé physique et mental. Physique et mental. L'indice de bonheur aussi. Oui, l'indice de bonheur. Je sais pas si ça a été officiellement calculé. Je suis sûr que ça vaudrait la peine. Les cancers, stress, diabète, toutes les maladies liées à l'alimentation, par exemple. Oui. Ça l'aide beaucoup. Là. Il y a beaucoup d'études qui prouvent que l'environnement a un impact mais très, très spécifiquement grand. chez vous, sur les 80 personnes, est-ce qu'il y a des fumeurs chez vous? Est-ce qu'il y en a qui ont de la bonne pointe? Il n'y a pas d'embonpoint, puis il n'y a pas de fumeurs. Depuis le début, c'est un environnement sans fumée, intérieur-extérieur, depuis 30 ans. Bravo. Même pas dehors, non. Il faut sortir de l'éco-village. Avez-vous eu le droit de fréquenter des garçons venant de l'extérieur? Oui, on a le droit. Quand vous travaillez, vous payez? Oui, chaque personne, soit va être associée ou employée pour une de nos entreprises, puis on investit l'argent, dans le fond, par le biais des services communautaires. Par exemple, le centre communautaire appartient à tout le monde. On paie un abonnement une fois par mois pour avoir accès à ces services-là. C'est la façon qu'on réinvestit l'argent dans la communauté, ou en payant notre logement, etc. Mais chaque personne a une source de revenus stable d'une des entreprises. Et là, on offre la possibilité d'être soit employé ou associé, dépendamment le temps et l'énergie, l'investissement qu'on veut mettre dans les projets. Quand vous faites des stages, vous organisez des stages, est-ce que les gens font de l'immersion, ils habitent sur place ou ils habitent sur place? Oui, donc la question c'est pour les stages. Alors, on reçoit une vingtaine de jeunes par année. On va prioriser les étudiants qui ont des stages en agriculture, donc des crédits à aller chercher. Mais c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de limite. C'est pour découvrir l'éco-village en général. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a un logement spécialement réservé là, pour les stagiaires, pour qu'ils vivent leur vie communautaire ensemble, mais en petits groupes. Parce que d'être dans la communauté, si nous autres, on avait chez nous 6 mois par année quelqu'un, c'est quand même demandant pour les gens de l'éco-village, mais ça leur permet d'avoir cette immersion-là communautaire, et de participer aux repas communautaires, aux activités, etc., mais d'avoir leur espace. Oui. Oui. Mais il y a le fondateur, dans le fond, qui est, je dirais, le porteur du projet, celui qui a rêvé du concept de l'éco-village. Lui, depuis qu'il avait 7 ans, il voulait bâtir une école à laquelle il aurait aimé aller. Alors, c'était l'optique de l'éco-village. Il s'est trouvé une équipe. Puis, présentement, lui, il est en train de démarrer, de continuer à démarrer notre projet d'éco-village aux États-Unis. Alors, il agit vraiment de façon consultante pour continuer à porter cette vision-là. Mais il est vraiment, je dirais, en arrière de nous autres, la nouvelle génération, pour nous dire, OK, maintenant, c'est à vous, portez-le. Puis, je dirais qu'il est très, très encourageant et très, très désintéressé de ce projet-là d'éco-village. Il y a beaucoup de communautés qui ont la misère à franchir le cap des 45 ans parce que, justement, les gens, à un moment donné, sont rendus plus vieux, les jeunes ont quitté. Nous, on a un taux de 60% des jeunes qui ont grandi sur le site de l'éco-village qui sont impliqués là. Et je pense que c'est beaucoup grâce à lui, parce qu'il a vraiment dit, si on veut que le projet continue, c'est plus à nous, c'est rendu aux plus jeunes. Fait que là, c'est pour ça qu'il est rendu aux États-Unis, qu'il a démarré ce nouveau projet-là pour continuer à s'investir, continuer à être consultant, mais faut que chacun prenne ce projet-là, le porte, pour qu'on le porte pour les prochaines années. La question, c'est de sa vision de ces premières années-là, avec la cravate en blonde, l'éducation des enfants, toute la polémique qui est venue autour de ça, qui est les journaux, tout ça. Est-ce qu'il en reste pour ça, son évolution à lui? Est-ce qu'il est toujours resté dans cette dimension? Il fait partie de là très choqué. OK. Je dirais que c'est une forme. C'est sûr que si on recule le 30 ans, les gens parlaient beaucoup des pays, des communes. Nous autres, nos parents, tous nos parents ensemble se sont dit, nous autres, on veut pas. Et on s'est fait appeler les écolos à cravate très très longtemps. On a un code vestimentaire à l'école. Les jeunes portent la chemise, la
la jupe, etc. Alors c'est vraiment, ça fait partie des valeurs que, pour dire on va être le plus... j'ai mainstream en tête, excusez-moi. Conformiste ou... Pas nécessairement associé au hippie grano, j'ai rien contre ça, mais l'idée de départ de développer cette culture-là qui était essayer de rendre le développement durable le plus conventionnel possible pour aller toucher tout le monde, pour montrer que ça a du sérieux, pour montrer les entreprises qu'on a, on devait se mettre certaines lignes de conduite, certaines normes. Parce qu'à partir du moment que tu dis ok c'est ouvert à tout, on va avoir de tout. Et nous autres on a décidé d'avoir ça.